Oui, honnêtement, on a des clients qui réussissent très, très, très bien, qui ont une super carrière florissante dans le domaine de la crypto, Wow. honnêtement. Ah ouais. Euh, Mais mais, Mais- non, mais ça reste des minorités. L'intelligence artificielle, ça a impacté l'efficacité des entreprises. Puis je connais pas un étudiant à l'Université Laval qui reviendra en arrière. c'est ça. Mais C'est des est-ce que- choses qui disparaîtront jamais. Est-ce que la crypto, ça a vraiment été une révolution? Est-ce qu'on s'en passerait? Moi, oui. Moi, sérieusement, je m'en passerais. Là. C'est Tu sais, t'es en finance. vraiment... Quand est-ce que tu payes quelque chose avec de la crypto? C'est... Jamais. C'est ça. Bonjour, bienvenue au podcast L'Alpha de la Finance, une présentation du Fonds Alpha, votre fonds avec zéro frais de gestion pour vous les étudiants à FSAU Laval. Un gros merci spécial aussi à notre partenaire présentateur, l'ISAL. Merci à vous. Si vous mettez le pied dans la vie étudiante à l'Université Laval, c'est clair que vous allez tomber sur l'ISAL. Donc merci de votre support. Là, jusqu'à présent, ça se peut que vous vous posiez des questions. Qu'est-ce qui se passe? La voix que j'entends en ce moment, c'est pas la même que d'habitude. Elle est pas aussi mielleuse que celle que j'entends d'habitude. Et vous avez raison. Je m'appelle Philippe Lavoie. Je suis nouveau au poste de VP Corpo. C'est moi qui aura le plaisir maintenant d'accompagner les invités, parler, puis triper finance sur les podcasts. Par rapport à Thomas, je pense que c'est important que j'en parle un petit peu. Là. Il est rendu sur le marché du travail, donc c'est moi qui le remplace. C'est vraiment l'objectif quand on est étudiant d'un jour rentrer sur le marché du travail, puis pour lui c'est fait. Il est parti sur la planification financière, donc voilà. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par des services de planification financière, Thomas, je le connais depuis le mois de septembre, puis il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais j'ai vu à quel point il est passionné, puis il aime ça en parler. T'sais. Puis je pense que dans la vie, quand tu fais un mix entre quelqu'un de bien passionné puis quelqu'un qui est bon, ça te fait une arme de destruction massive. Puis je pense vraiment que vous allez trouver vraiment ce que vous cherchez chez Thomas. Donc, vous pouvez le contacter par ses réseaux sociaux personnels, donc Thomas Lafleur, ou nous contacter au Fonds Alpha, puis vous allez voir, on va vous relier très rapidement. Quant à moi, je suis là avec vous pour les 3 prochaines années. Donc, mon mandat, c'est de mettre ma plus belle brassière pour faire en sorte que la finance, ça soit sexy. Faire en sorte que vous soyez au primaire, j'abuse peut-être avec le primaire, mais que vous soyez au secondaire, au cégep ou à l'université, je veux venir nourrir votre curiosité financière. Je veux venir vous donner les faits. L'actualité aussi, c'est important. Donc voilà, on va triper ensemble pour les 3 prochaines années. Voilà, ça c'était l'intro. J'abuse toujours dans mes intros, vous allez le voir, c'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, on reçoit des partenaires clés, donc des invités clés de chez Mallette, 2 CPA, 2 maîtrises en fiscalité. On reçoit Charles Desharnais, Jessie Filion. Bonjour, bienvenue. Salut Philippe. C'est votre premier podcast, votre première exactement. fois? Exact, la première fois. Une pratique. Une pratique. Pas trop stressé? Comment ça Non, se ça passe? va. Ça va. Super. Moi, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Là. Aujourd'hui, on parle crypto-monnaie. Vous savez, on parle crypto-monnaie. Puis je pense que jamais j'aurais pensé qu'on parle crypto-monnaie sur le podcast L'Alpha de la Finance parce que au Fonds Alpha, on n'investit pas là-dedans. Au Fonds Alpha, tu sais, la crypto-monnaie, c'est un actif spéculatif. Au Fonds Alpha, on va vraiment, vraiment investir dans des... Si vous êtes déjà venu voir des stock pitch de nos analystes, ils sont écœurants. Vous allez voir, ils passent tellement de temps à faire de la recherche sur des actions, à regarder la structure de l'administration, à regarder les ratios, à regarder... Ça me dépasse. Vraiment, là, première fois que j'ai vu leur stock pitch, j'ai fait « Wow, à quel point c'est fort. » Je suis pas là pas en tout en ce moment. Sont vraiment bons. Puis on veut vraiment investir dans des actifs qui vont perdurer dans le temps. Pas comme... on veut pas vraiment spéculer comme sur des cartes Pokémon ou comme sur des cartes de hockey et non plus les crypto-monnaies. Mais en ce moment, on est en 2025, puis les gens se posent des questions. On est en 2025, puis les jeunes, ils regardent ça aller. Ils regardaient hier, le Bitcoin est rendu à 149 000 $. En 2009, c'était pas ça pantoute. Puis je pense que si les gens ont des questions, c'est notre mandat au podcast L'Alpha de la Finance de répondre à ces questions-là. Donc, vous voilà. Ça va vraiment être plaisant. On va avoir une belle discussion. Moi, je commencerai avec un exemple concret. Si j'ai 20 000 $, OK, puis je l'investis dans le Bitcoin, on va dire que j'ai doublé mon argent sur les années. Comment ça se passe? Est-ce que, premièrement, première chose que je ferais, moi, c'est que j'irais d'en parler à tous mes amis parce que je suis vraiment content d'en parler. Puis investir avec moi, je suis vraiment bon. Mais côté fiscal, parce que le côté fiscalité, le monde va rarement regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je le déclare ou comment ça se passe?
Ben, il y a plusieurs choses à penser, en fait, au niveau fiscal. Tu sais, évidemment, nous, aujourd'hui, là, on va vraiment se concentrer sur le volet fiscal et non pas financier de la crypto-monnaie parce que Oui. ce qui nous intéresse de notre côté, c'est vraiment la fiscalité. Il y a plusieurs choses à penser par rapport à la crypto-monnaie. Premièrement, puis ça, Charles, tu pourras peut-être en parler, là, mais il y a toujours le volet, le revenu que j'ai fait, c'est quel type de revenu? Mhm. Donc, exemple, je transige de la crypto-monnaie, comme tu dis, je réalise un revenu de 20 000 $. C'est quoi ce revenu-là? Est-ce que c'est un gain en capital? Est-ce que c'est un revenu d'entreprise? Donc, dépendamment de mon profil investisseur, ben, je pourrais avoir des impacts fiscaux différents. Donc, tu sais, ce qu'il faut connaître au départ, c'est quoi l'intention de la personne. Ouais. Tu sais, c'est sûr, notre intention, c'est tout le temps de faire de l'argent, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Mais après ça, c'est on va faire combien de transactions? On va les garder pendant combien de temps? Donc, on voit souvent la personne qui commence, qui va dire, ah, je vais faire juste quelques transactions dans mon année. Mais, tu sais, quand on parle de crypto-monnaie, on regarde les blogs, on regarde sur YouTube, les TikTok. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, t'as pas le choix. Je pense que si tu veux faire de l'argent, faut que tu suives ça fréquemment. Mais là, rapidement, si ton intention est vraiment de faire de l'argent, de transiger souvent, de ne pas garder tes stocks longtemps, bien, c'est pas du gain en capital, c'est du revenu d'entreprise. Tu as une business, là. Fait que, et là, le traitement fiscal ne sera pas pantoute identique, là. Un gain en capital imposable antérieurement à 50 %. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Là, c'est rendu à 66,67 % de taux d'inclusion. Mais, tu sais, revenu d'entreprise, c'est tout imposable. Tu n'as pas une partie qui ne sera pas imposable. Mais par contre, si tu fais des pertes, toutes tes pertes vont venir réduire ton revenu. Fait que faut voir tout de suite en partant c'est quoi ton intention, c'est quoi tes connaissances. Hein? Il y a vraiment une différence entre day trading ou si je l'investis ou si je le laisse là. Exactement. Tu sais, t'achètes la personne qui a acheté un Bitcoin Ouais. en 2008 ou 2009. Chanceux, Il est très premièrement. chanceux. Non, c'est ça. Puis il l'a conservé. Puis là, ben oui, ça va être un gain capital. Mais le commun des mortels, ce qu'on voit majoritairement au bureau, c'est des gens qui vont faire plusieurs transactions par jour. Mais là, on parle de day trading à ce moment-là. ouais. On peut faire le même parallèle, en fait, avec le day trading. On est habitué à ce concept-là au niveau des transactions boursières, là, achat-vente d'actions. Mais cet élément fiscal-là de dire est-ce que c'est du gain capital ou est-ce que c'est du revenu d'entreprise s'applique aussi aux transactions boursières. Puis c'est exactement le même concept qu'on va utiliser pour le Bitcoin pour déterminer, pas pour le Bitcoin, mais la crypto pour déterminer si c'est un gain capital, si c'est un revenu d'entreprise. Parce qu'au final, la fiscalité canadienne, quand la crypto est arrivée, c'est pas adapté à la crypto. Donc, on doit utiliser des concepts qui existent depuis 30, 40, 50 ans et les appliquer à un nouveau marché. OK. Donc, cette logique-là de dire est-ce que c'est du revenu d'entreprise ou du gain de capital, on l'utilise depuis vraiment longtemps, mais surtout dans le domaine, exemple, des transactions boursières. Là. OK, intéressant. Ouais. Donc, le Canada était en retard par rapport aux autres pays ou juste... Non, Comment ça en fonctionne fait, en je pense international, qu'ils ils ont juste décidé de ne pas nécessairement changer leur fiscalité. OK. Donc, de ne pas appliquer un traitement différent par rapport, exemple, à ce qu'on était habitué de voir au niveau des actions. De la façon que ça fonctionne au Canada versus les autres entreprises, là, c'est peut-être l'élément qui est important à savoir. Ouais. Au Canada, le gouvernement est venu déterminer que les échanges de crypto, par exemple, je prends un Bitcoin, je l'échange contre de l'Ethereum, c'est une transaction bien pour bien. Donc, le Canada n'est pas venu reconnaître que la crypto-monnaie était de la quasi-argent. Donc, si j'échange un bien contre un autre bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une disposition de ce bien-là. Donc, à partir du moment où j'ai disposition du bien, bien, je dois calculer les impacts fiscaux. OK. Donc, si par exemple, j'ai un Bitcoin, je l'ai acheté 10 $, au moment où je l'échange contre de l'Ethereum, il vaut 100 $. Ouais. Bon, mais j'ai fait un gain de 90 $ dans mon exemple. Ce 90 $-là, malgré le fait que présentement, je me retrouve avec de l'Ethereum qui vaut 100 $ et que j'ai pas de liquidité dans mes poches, mais c'est une transaction qui a généré un impact fiscal. Et cet impact fiscal-là, je dois m'imposer dessus. Là, une fois qu'on cumule tous ces impacts fiscaux-là, bien, on regarde la logique finalement que Charles parlait. Est-ce que c'est du gain capital? Est-ce que c'est du revenu d'entreprise? Puis là, on va venir compléter la déclaration d'impôt avec ça. Puis c'est très différent dans certains pays.
notamment les États-Unis, ils ont reconnu la crypto comme de la quasi-monnaie. Donc, eux, une transaction de troc comme ça, Ouais. donc d'échange bien pour bien, pour eux, ne générera pas nécessairement d'impact fiscal. Il y a certains pays qui ont notre fiscalité, il y a des pays qui ont utilisé un peu la façon de faire des États-Unis. Donc, d'un pays à l'autre, c'est vraiment très différent. Est-ce que c'est parce qu'on est en retard? Je pense que c'est une décision politique qui a été prise. Mais il restera que le marché de la crypto n'arrête pas d'augmenter. Il y a des sous, là. Ouais, c'est ça. Il y a de l'impôt qui peut être collecté facilement. Là. Allons chercher de l'argent, ben oui. Puis présentement, je pense que le fédéral, du moins, cherche des sous là, pour équilibrer le budget. Fait que, tu sais, je pense que la fiscalité relativement à la crypto, on ne doit jamais dire jamais, là, mais je pense pas qu'on va tomber un jour comme les États-Unis à ne pas venir taxer les transactions. Exact. On a parlé un peu de day trading, puis une question peut-être plus basique qui me saute en tête. Si l'adolescent paye une formation pour devenir rentable en crypto-monnaie, on va dire, je sais pas moi, 3 000 la formation, quand même un bon pactole pour un adolescent. Est-ce que s'il perd ou s'il gagne de l'argent, il va pouvoir, comme on parle que c'est des revenus d'entreprise, il va pouvoir déduire ces frais-là ou c'est quels frais que tu peux déduire? Les frais de formation, en fin de compte, il y a un employé, exemple Jesse, qui est employé au bureau chez Mallette, qui décide de se payer une formation, c'est à ses frais personnels. Okay. Si tu as une entreprise, à ce moment-là, les dépenses vont être déductibles. Okay. Donc là, est-ce que ton jeune adolescent a une entreprise de donc, il faut être assez wise pour avoir créé l'entreprise avant d'avoir pris la formation. Puis quand je dis entreprise, là, c'est pas que tu t'es incorporé ou quoi que ce soit, c'est dans ta déclaration d'impôt personnel. Okay. Il y a des annexes dans lesquelles tu déclares du revenu comme si tu avais une entreprise personnelle. Donc, tu n'es pas incorporé. Okay. Puis dans le fond, au niveau d'entreprise, là, c'est là que l'impact, est-ce que c'est du gain capital ou du revenu d'entreprise? Donc, l'intention, finalement, des transactions qui sont faites, l'effort qui est mis, le temps investi. Donc, si on est capable de dire, OK, on se qualifie comme un revenu d'entreprise, bon, tout à l'heure, Charles disait, le taux d'inclusion dans le revenu il est plus important, donc il va être à 100% au lieu de 50%. Donc, on s'impose sur notre revenu en totalité, mais évidemment, les dépenses engagées dans le but de gagner un revenu, elles vont être déductibles. Donc, une formation comme ça pourrait éventuellement être déductible si on est dans un contexte d'entreprise, mais si on est dans un contexte d'investissement sur le long terme, de gain capital, on n'a pas d'entreprise. Ouais. Donc, ces formations-là, techniquement, ne seraient pas déductibles. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est important, revenu d'entreprise, revenu de placement. Ouais. Il y en a qui vont se questionner beaucoup jusqu'au moment qu'ils ont une perte. Mettons que tu gagnes 100 000 là, puis tu fais une perte dans la crypto de 20 là, ben, tu es rendu que sur ta déclaration d'impôt, tu t'imposes sur 80. Là. Ouais. Okay. Donc là, il voit que la perte d'entreprise est intéressante là, à ce moment-là. C'est ça. Puis, ça serait comme un premier point vraiment important pour les jeunes qui nous écoutent de faire la différence entre ces deux-là. Puis même avant de commencer à investir en crypto-monnaie ou spéculer, comprendre. Comprendre la fiscalité. On en parlait un peu, Jesse et moi, puis ce qu'on se rend compte, c'est que antérieurement, les gens qui transigeaient, c'est des gens qui avaient de l'argent. Mais des gens qui avaient de l'argent, c'est des gens de 45, 50 ans qui commencent à accumuler des sous et qui, là, vont voir leur courtier puis ils ont des placements. Mais ça, là, ces gens-là, ça fait 20 ans, 25, 30 ans qui font des déclarations d'impôts, qui ont fait des mauvaises déclarations d'impôts, qui se sont fait attraper, qui ont appris avec le temps. Oui. Ce qu'on voit, là, c'est un jeune de 15, 16, 17, 20 ans qui n'a jamais produit de déclaration d'impôt, puis que là, il joue un peu avec la crypto, il fait de l'argent, mais là, il n'en a aucune idée qu'est-ce qu'il doit faire avec ça, point de vue fiscal. Tu sais, à la maison, on le dit, là, les Québécois ne parlent pas nécessairement de budget, sont loin de parler de fiscalité. Là. C'est ça. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Nous autres, on aime ça en parler de fiscalité, là. Mais il restera que je ne crois pas que le commun des mortels parle de fiscalité avec leurs enfants à la maison. Et ça fait en sorte que, justement, les jeunes commencent à jouer avec ça. Mm-hmm. Ben, c'est l'appât du gain. Là. C'est le fun. Sauf que la fiscalité, ils n'ont aucune connaissance par rapport à ça. Puis,
à quel point ça peut faire mal si tu suis pas ces règles-là, si tu déclares pas, si tu... C'est quoi? Ben, la première chose à savoir, c'est que techniquement, au Canada, on doit faire des déclarations d'impôt normalement à partir du moment où on doit payer de l'impôt. Ouais. Donc, techniquement, le premier, je dirais 15-16 000 normalement, on ne paye pas d'impôt au Canada ni au Québec. Donc, si on a un jeune, par exemple, qui transige puis qui fait un 5 000 de revenus, ben, techniquement, il n'y a pas d'impôt à payer de toute façon. Donc, c'est pas plus grave que ça. Si ce même jeune-là a des jobs étudiants, fait déjà un salaire de 20-30 000, rajoute à ça les revenus crypto, donc transactions ici et là, fait des gains dans son année, puis qu'il ne les déclare pas, en fait, l'impact, il y en a plusieurs. Et évidemment, l'impôt va être dû éventuellement lorsque on se fait vérifier puis qu'on réalise ça. En plus de ça, ben, il pourrait y avoir, il y aura des intérêts. Donc, les intérêts sont quand même élevés. Je vous dirais que présentement, ça baisse, mais récemment, ça allait jusqu'à 10 % par année. Donc, les intérêts sur l'impôt à payer. Puis, si on réalise que c'est une faute lourde ou une omission volontaire, donc volontairement, les revenus n'ont pas été déclarés, ben là, il pourrait y avoir des pénalités additionnelles. Puis, les pénalités, là, je vous dirais... c'est le moindre de deux choses, là, mais ça peut aller jusqu'à 50 % de l'impôt. Donc, imaginez, j'ai 10 000 de revenus. En impôt, j'ai, exemple, 3 000 je rajoute à ça des intérêts pour un 2 000 je rajoute à ça une pénalité de 1 500 sur laquelle je vais calculer mes intérêts. Donc, rapidement, mon 10 000 de gain, je me suis ramassé que j'ai un impôt et pénalité 8 000 en dans de 2-3 ans. C'est fou, raide. Vous comprenez qu'il n'y a pas avantage à ne pas déclarer ses revenus. Exact. Là. Et tu sais, normalement, le délai de prescription, c'est 3 ans. Parce que tu produis ta déclaration d'impôt, si tu n'en as pas entendu parler 3 ans plus tard, tu n'entendrais jamais parler. C'est ça, le délai de prescription, c'est le délai sur lequel les autorités peuvent revenir cotiser une année. Donc, après 3 ans, normalement, ils ne peuvent plus. Bon. Mais en cas de faute lourde, omission volontaire, c'est indéfini. Là. Fait que le jeune qui a commencé à jouer à crypto à 15-16 ans, puis là, il se fait vérifier à 20, ça se peut qu'il recule 5 ans en arrière. Là. Fait que, tu sais, il ne sera pas heureux. Là. Fait que, donc, c'est important. La fiscalité, les gens... des choses qu'on ne connaît pas font peur. Mais, parce que, tu sais, les gens s'interrogent pas trop, puis... si les gens s'intéressent à la fiscalité, ils vont comprendre, vont le faire comme il faut. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Là. Tu déclares, tes affaires sont bien déclarées, puis tout est bien fait. Là. Ils ne t'achaleront pas, ils vont te poser des questions, peut-être, mais tu as les réponses. Puis c'est bien fait, tu le sais. Je pense que c'est ça aussi. On se connaît tellement pas qu'on a toujours l'impression que j'ai pas assez payé, puis ils vont venir me rechercher plus, puis... Mais c'est ça. C'est ça l'avantage aussi d'aller vous voir puis d'avoir le point sur le i. Là. Exactement. Mais c'est ça. Si c'est bien fait, normalement, ils t'achaleront pas. Et évidemment, des fois, une consultation fiscale où, nous, comme je disais, je ne suis pas un expert de la crypto-monnaie niveau financier, au niveau, le derrière de la crypto-monnaie, la mécanique informatique, tout ça, je suis vraiment pas un spécialiste. Moi, je m'y intéresse pour le volet fiscal, puis je m'y intéresse beaucoup pour l'éducation aux clients aussi. C'est pas rare qu'un client va nous appeler et dire « OK, là, je commencerai à investir en crypto-monnaie. Je vais passer une demi-heure, 1 heure avec. » C'est une demi-heure, 1 heure très bien investie pour qu'ils comprennent c'est quoi les impacts. Puis après ça, une fois enligné sur le sens du monde, il va s'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires pour produire sa déclaration d'impôt. Il va faire ses suivis. Il va s'être monté un fichier Excel, peu importe, pour le suivi de ses valeurs. Puis on va arriver au moment de la déclaration d'impôt. Il ne sera pas stressé de dire on est le 20 avril, j'ai pas fait le suivi de mes affaires. Ça va pas bien, faut que... Je sais pas ça va ressembler à quoi. Exact. Au final, ça va ressembler à quoi mon impôt? J'en ai aucune idée. Tu sais, quand tu fais un échange Bitcoin pour Ethereum, puis que tu sais pas c'est quoi le gain, parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, tu n'as aucune liquidité qui est ressortie de ça. Tu as fait un échange crypto pour crypto. Mais vraiment. Mais tu arrives à la fin de l'année, tu n'as aucune liquidité, mais tu sais que tu as de l'impôt à payer. Mais si tu l'as pas fait ton suivi, comment tu fais pour savoir ça va être quoi le revenu sur lequel tu as imposé? C'est fou, ça, pareil. Ouais. Puis ça arrive trop souvent que des gens arrivent puis disent « Il faut produire ma déclaration d'impôt. OK? Qu'est-ce que tu as fait comme transaction? C'est quoi ton coût d'origine? C'est quoi ton produit de disposition? C'est quoi ton gain? » Ils te regardent, tu sais,
avec un chevreuil. Tu viens de le spotter, là, tu dis qu'est-ce qui se passe là? Mais là, il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe justement. Mais là, c'est ton client. Là. Ouais. Il dit voyons, là, je ne sais pas trop quoi faire. Tu sais, tu es en finance, tu l'as appris. Si tu as suivi ton premier cours d'impôt, c'est quoi? Ben, ton coût quand tu achètes une action, normalement, c'est quoi ton coût à ce moment-là? Tu en achètes une deuxième, bien là, tu vas additionner ton coût divisé par 2. Puis là, ainsi de suite. Est-ce que tu as un PBR, un coût d'origine moyen? Mais il faut que tu fasses ça aussi avec ta crypto. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, tu es là, puis tu en achètes. Mais quand tu arrives pour disposer, là, c'est quoi ton coût moyen de ta crypto? Il n'y a personne qui a fait son suivi. Là. Les gens, puis là, si, t'achètes-tu en canadien ou t'achètes en devise étrangère? Tes taux de change qu'il faut que tu utilises? Les gens sont perdus. C'est sûr. T'sais, est-ce qu'il y a des plateformes pour suivre ça? C'est pas tant que ça. Il y a là. quelques plateformes qui vont faire l'historique des transactions, mais il faut quand même en arriver à être capable de déterminer c'est quoi notre coût au moment de la transaction. Donc, c'est pas simple. Puis, imaginez tout à l'heure, là, je parlais des distinctions entre le Canada et les États-Unis. Les plateformes qui sont le plus connues, exemple crypto.com, des choses comme ça, pensez-vous qu'ils sont en mesure de s'adapter à générer un rapport en fonction de la fiscalité de chaque pays? C'est pas évident. C'est quelque chose. Honnêtement, il faut être en mesure de faire son suivi. Puis souvent, c'est justement, c'est pas rare qu'on a, exemple, une famille qui arrive, un de nos clients, on fait sa déclaration d'impôt, puis là, il nous dit « Ah, regardez, mon fils, cette année, il a transigé un peu de crypto. » Et on est comme « Ouf, ça sera pas facile. » Mais ça se complexifie un petit peu. Ça se complexifie rapidement parce que c'est sûr que le suivi n'est pas fait. Ah oui. Mais on les accompagne là-dedans, on les aide, mais on n'est pas... Il y a des comptables qui se sont spécialisés vraiment à faire le suivi, puis vraiment le tracking, je dirais, là, des transactions, puis de déterminer c'est quoi les impacts fiscaux et tout dans nos clients. Donc, il y a des experts dans ces domaines-là. Moi, je vous dirais qu'on le fait quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de transactions, mais on n'a pas développé l'expertise de faire le suivi de la blockchain, puis tout ça, d'essayer de retracer les transactions. C'est quand même assez particulier comme domaine, là. Mais quand on a des clients avec des volumes de transactions très, très, très élevés, la plupart du temps, ils vont faire affaire avec, exemple, des comptables comme ça, qui des fois sont aux États-Unis, mais qui vont s'adapter un peu au suivi qu'on a besoin de notre côté. Donc ça va bien. Puis comme je dis, des fois, on va le faire, mais quand on sait qu'on a, exemple, 10 transactions dans l'année, on peut le faire, ça ne sera pas si compliqué. C'est possible de le faire manuellement. Mais à un moment donné, rendu à un certain taux horaire, les clients ne sont plus nécessairement prêts à payer. Si je te dis que traiter ta déclaration d'impôt, ça va te coûter 1000, puis tu ne payes pas d'impôt au final, ça ne fait pas plaisir. Non. Mais si tu as une dizaine de transactions, c'est pas long, on va te le faire. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont développé une expertise, probablement des logiciels qui sont capables de le suivre. On le voit dans le cas de particuliers qui font juste affaire avec les institutions financières québécoises, mais qui décident de trader, mais les actions normales. Là. Il n'y a pas de plateforme qui sont capables de suivre. En tout cas, je n'ai pas vu souvent qui sont capables de suivre les coûts moyens puis qui vont t'émettre un rapport au final. Quand la personne décide de trader lui-même, pas le choix, il faut que tu fasses le suivi de tes affaires, bien souvent. Puis comment le gouvernement il fait? Comment l'ARC fait pour aller... Est-ce que lui peut regarder un peu comment ça se passe? Ou... C'est une bonne question. Honnêtement, présentement, il n'y a pas beaucoup de vérifications, je vous dirais, de ce côté-là. On en a eu quelques-unes, honnêtement, des agents qui comprenaient un peu la mécanique, on leur présentait les transactions, puis ça s'est super bien passé au niveau des vérifications. Mais je ne sais pas si présentement, il y a vraiment une équipe où... Ils ont-tu développé des logiciels, des choses comme ça? Faut penser que la crypto, là, ça existe depuis quand même plusieurs années, comme tu disais tout à l'heure, 2008-2009, dans ces eaux-là. Mais globalement, ça a explosé quand? Ça a explosé en 2019-2020. C'est pas mal dans ces années-là que, exemple, le Bitcoin est passé de 10 000 à 90 000, là, qui était une des cryptos les majeures encore aujourd'hui, là. Donc,
imaginez si ça fait 4-5 ans que vraiment il y a un potentiel aussi élevé de s'adapter au niveau du gouvernement pour essayer de générer des logiciels, des choses comme ça pour retracer les transactions. Je pense que pour l'instant, c'est encore très difficile. Ça l'est pour nous, ça l'est pour eux. Puis nous, on a accès au dossier de notre client, là. Donc, vous comprenez que ça devient difficile. Ouais. Le gouvernement exige des institutions financières des rapports. Exact. Fait que, tu sais, à quelque part, si tu décides de transiger toi-même, ben avec Desjardins, RBC, peu importe, l'institution financière, sont capables de t'émettre un rapport de toutes tes transactions. Ils sont capables de les mettre à l'Agence du revenu. Ouais. Mais si je te dis que tu as transigé de la crypto sur telle plateforme X, comment que le gouvernement canadien ou québécois est capable d'exiger des rapports? C'est pratiquement... Alors, on n'est pas rendu là, c'est ça. Du moins. Mais assurément, considérant le potentiel fiscal en arrière de tout ça, qu'il va y avoir des programmes de mis en place dans les prochaines années. On ne peut pas faire autrement. Le gouvernement va assurément s'adapter à ça, puis probablement mettre... Comme je dis, je ne suis pas un expert en informatique, mais c'est sûr qu'ils vont développer des plateformes ou des exigences réglementaires qui vont leur permettre de faire ce suivi-là. Au-delà de ça, depuis plusieurs années, on a déjà l'obligation dans les déclarations d'impôts de venir dire est-ce qu'on a transigé de la crypto au cours de l'année. Okay. Donc, il y a déjà des questions dans la déclaration d'impôts que tout le monde doit remplir. Dire j'ai transigé ou j'ai pas transigé. C'est fou, Red. Donc, à partir du moment où je dis non puis que c'est pas vrai, j'ai fait un faux énoncé. Ouais, c'est ça. Là. Donc, le risque vient avec aussi. Donc, ça a l'air niaiseux, c'est une petite question dans la déclaration d'impôts. Mais déjà, via ça, le gouvernement est capable de savoir, bon, OK, cette personne-là a transigé ou n'a pas transigé. Il va assurément y avoir des vérifications au cours des prochaines années à ce niveau-là. Puis là, après ça, pour le gouvernement, ça va être d'être capable de retracer ceux qui n'ont pas déclaré. Mais il va éventuellement y avoir une façon de le faire. Là. Puis tu sais, si tu n'as pas déclaré, juste comme disait Jesse, ta case, t'as-tu transigé de la crypto? Faux énoncé, t'as dit non, puis c'est oui. Mais est-ce que ça ouvre la porte pour une vérification? C'est ça. Après ça, open en arrière? Ben, peut-être. Je ne sais pas, ça va être quoi leur position par rapport à ça. Là. Moi, je sais que je regarde tellement... Les jeunes, on est tous sur TikTok. Là, mais vraiment, Instagram, Facebook Reels. Moi, je suis vraiment Facebook Reels. Je me distingue comme ça. Mais TikTok, Instagram, sur les Reels, sérieusement, là, on nous bourrine le crâne avec des formations sur les cryptos, etc. Puis, je pense à ça, là, mais c'est qui réussissent en crypto-monnaie parmi vos clients? Vous avez accès aux behind the scenes, là. C'est qui, mettons, les gros joueurs crypto qui viennent vous voir, qui réussissent à faire un revenu régulier, qui réussissent à vraiment tirer leur épingle du jeu dans la crypto-monnaie? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Oui, honnêtement, on a des clients qui réussissent très, très, très bien, qui ont une super carrière florissante dans le domaine de la crypto, honnêtement. Ah ouais. Mais ça reste des minorités. Ouais. Je pense que la crypto apporte un engouement présentement, surtout à cause d'un peu l'espèce d'appât du gain puis le rêve qui est vendu avec ça de gains très rapides. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui transigent en crypto. Mais moi, je me dis toujours, transiger en crypto quand tu t'y connais pas ou que tu connais pas nécessairement la mécanique en arrière de tout ça, parce que pour vrai, c'est comme tu disais tout à l'heure, là, c'est très spéculatif. Donc, il faut être capable de lire un peu ce marché-là. Si tu t'y connais pas, il faut être prêt à tout perdre. Moi, c'est toujours ça que je dis. Si tu as 1000$ à investir, sois prêt à perdre ton 1000$. Si c'est un premier essai, ça se peut que ça soit 2000, 3000 plus tard, mais ça se peut que ça soit zéro. Je pense qu'en commençant ou en débutant dans ce domaine-là, il faut être prêt vraiment à se dire, moi, ce que j'ai investi, je suis prêt à le perdre. Les personnes qui réussissent, honnêtement, c'est des personnes souvent qui ont, premièrement, qui font du trading, vraiment. Donc, c'est très régulier. Okay. Qui suivent le marché. Donc, qui vont vraiment suivre les tendances, suivre les nouvelles cryptos qui viennent d'être créées, vont lire sur, OK, ça a été mis en place où, par qui, ça s'enligne pour avoir combien d'investisseurs et tout. Donc, ils vont vraiment s'intéresser vraiment beaucoup au marché. Là, au même titre qu'un courtier en valeur mobilière va lire sur
les actions ou les nouvelles sociétés qui vont être cotées ou des choses comme ça, ben, au niveau de la crypto, c'est un peu la même logique. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de spéculation parce qu'au final, c'est la confiance qui est donnée souvent en la crypto qui va lui faire prendre la valeur. Vraiment. Pourquoi le Bitcoin vaut à peu près 150 000 présentement? C'est qu'il y a une confiance d'établi dans la crypto. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'argent en dessous de ça? Pas réellement. Il y a une grosse valeur au niveau du Bitcoin qui est très spéculative puis qui est un peu du vent, mais cette valeur-là est vraiment attribuable à la confiance donnée en la crypto. Fait que, c'est vraiment des personnes qui comprennent le marché. Puis, comme je dis, moi, je suis pas un expert en finance. Je m'y intéresse pour la fiscalité, mais il y a vraiment des personnes qui comprennent, qui ont développé des algorithmes pour voir justement, OK, le marché s'enligne comment? Essayer de lire un peu qu'est-ce qui s'en vient, des choses comme ça. C'est beaucoup de travail de recherche avant, potentiellement plus de travail de recherche que de transaction, là, au final, le temps de transaction. Ben, moi, je pense probablement. Oui, moi, je pense qu'il faut pas se dire ça va être facile. Là. C'est une entreprise, il y a du monde qui réussissent, mais ils mettent les efforts. Là. C'est pas vrai, mais c'est un métier. C'est pas vrai. Moi, j'ai des clients qui font. Puis il faut penser, là, le domaine boursier, il y a des heures. C'est ouvert de 9 à 4, mettons. Mm-hmm. La crypto, c'est ouvert tout le temps. Donc, c'est 24 heures sur 24, tes fins de semaine aussi. Les gens qui s'y intéressent, c'est un métier et ils doivent y passer énormément de temps. Puis, tout le temps. Tout le temps, Ils vont toujours devoir regarder. Il faut vraiment être passionné. Comme la bourse, ceux qui réussissent, là, c'est que c'est des passionnés. Exact. Je vois là, ceux qui font des analyses, là, sont passionnés et sont bons. Fait que l'arme nucléaire que je parlais tantôt, ils l'ont. Là, c'est ça. Ce que tu disais, tu sais, les blogs, les Facebook, ainsi de suite, oui. tu vois le monde, tu as l'impression que tout le monde réussit. Mais tu sais, nous autres, c'est peut-être 3, 4, 5 clients qui réussissent très, très bien, mettons. Sur 14 000 déclarations qu'on produit. Oui, c'est ça. Que tu sais, c'est vraiment l'exception. Les autres, ils ont essayé, ils se sont découragés, ils n'ont pas fait une scène, ils ont investi une coupelle de 1000, puis ça a fini qu'ils ressortent avec plus rien. Tu sais, fait que. Puis c'est correct beaucoup aussi. Beaucoup erreurs. C'est ça. C'est correct aussi, là, les personnes qui veulent le tenter, l'essayer. Mais je pense qu'il faut juste être conscient que les histoires à succès, soit que c'est du monde qui sont vraiment d'exception, soit qu'il y a un volet chance, ou il faut être prêt à tout perdre. Il y a ça aussi. Là. Puis, je suis pas là pour dire si c'est le fun la crypto ou non, si c'est génial ou pas, mais un peu quand même. Je pense que, tu sais, j'ai tellement d'amis à l'université qui viennent me voir, qui me disent « Philippe, c'est génial la crypto, c'est une révolution technologique. » Puis tu sais, si on revient dans le temps, là, si on regarde vraiment les révolutions technologiques, on regarde l'Internet, ça a impacté vraiment beaucoup les entreprises. On ne reviendrait pas en arrière. Non. Tu reviens plus à l'actualité, l'intelligence artificielle, ça a impacté l'efficacité des entreprises. Puis je connais pas un étudiant à l'Université Laval qui reviendra en arrière. C'est ça. C'est des choses qui disparaîtront jamais. Est-ce que la crypto, ça a vraiment été une révolution? Est-ce qu'on s'en passerait? Moi, oui. Moi, sérieusement, je m'en passerais. Là. Tu es en finance. Vraiment. Quand est-ce que tu payes quelque chose avec de la crypto? C'est... Jamais. C'est ça. Surtout dans notre marché. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'aux États-Unis, c'est autre chose parce que la crypto est considérée comme de la quasi-argent. C'est plus facile d'acheter des choses avec de la crypto. Au Canada, ben, tu veux t'acheter une Tesla avec de la crypto, tu vas, mettons, payer avec la crypto-monnaie, ça va te générer un impôt. T'es comme, bon, finalement, ça en valait-tu la peine? Ou... Beau cadeau. Beau cadeau, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce qu'on va revenir en arrière? C'est une excellente question. Honnêtement, dans les prochaines années, puis c'est une impression peut-être, puis évidemment, là, dans les derniers jours, Trump a été assermenté comme président. Il a déjà mentionné qu'il voulait apporter une certaine valeur à la crypto, reconnaître plus la crypto qu'elle l'est présentement. Donc, dans les prochaines années, est-ce qu'on peut vraiment penser que la crypto va baisser, considérant que les États-Unis, qui sont une des puissances mondiales, a l'intention, puis là, tout peut changer, on s'entend, là, mais a l'intention d'y donner une valeur quand même plus importante. J'ai de la misère à croire que dans les 4 prochaines années, ça va baisser. Est-ce qu'à long terme, ça pourrait carrément fermer ou qu'il n'y ait plus de valeur d'attribuer? C'est une excellente question, mais il faut penser en arrière de tout ça. Il y a tellement d'argent qui a été investi là-dedans.
Et la valeur attribuée aux cryptos dans le monde est tellement importante que si du jour au lendemain, ou exemple sur 5 ans, on tombait de 10 000 milliards de valeur à zéro, ce serait quand même un peu catastrophique comme situation. Là, ça donnerait lieu à des récessions quand même importantes. Mais c'est une excellente question. Mais en arrière, il n'y a rien non plus. Il n'y a rien qui supporte cette valeur-là. Autre que la confiance. C'est pire rendu là. T'achètes une action de Apple, de Tesla, il y a une entreprise en arrière, il y a quelque chose. Mais là, c'est de la confiance. Puis, crypto-monnaie, dans mon livre à moi, c'est même pas une monnaie, dans le sens tu peux pas aller à l'épicerie faire comme tu dis, donc, on est plus limité, là. C'est pas la même chose. Puis un élément important aussi qu'on a vu, c'est que les gens, là, la crypto, là, quand tu arrives, tu fais ta déclaration d'impôt, là, tu as un impôt à payer. Tu sais, comment tu fais pour monnayer ta crypto, là? Il faut que tu la vendes. Fait que, tu sais, les gens, ils pensent pas nécessairement là, à ça. Là. Exact. Puis, dépendamment des plateformes, puis ça peut être un élément à considérer quand on investit. Là. Il y a certaines plateformes ou certaines cryptos qu'on a des maximums de retraits par semaine. Donc, puis là, encore une fois, honnêtement, comme je dis, c'est pas mon domaine d'expertise, le trading de crypto, mais j'ai eu certains clients qui ont eu des problématiques parce que, exemple, je vous dis, bon, mais tu as fait 600 000 cette année en revenus, tu dois payer 250 000 en impôts. Bon, parfait. On sait ça, exemple, le 15 mars, mais il faut que tu payes ça pour le 30 avril. Il reste pas grand temps. Là. Donc, c'est sûr que si tu es limité, exemple, à faire des retraits de 10 000 $ par semaine, au 30 avril, tu n'auras jamais eu le temps de vendre la crypto puis récupérer les liquidités suffisantes pour payer tes impôts. Donc là, il faut prendre entente de paiement. Il faut, sur plusieurs mois, faire les retraits à toutes les semaines, s'assurer de faire les paiements et tout. On arrive à la déclaration de l'année d'après. On a souvent la même problématique, mais au-delà de ça, si je dis, exemple, j'ai 250 000 d'impôts à payer au 30 avril, techniquement, j'aurais des acomptes provisionnels à faire pour l'année suivante. Qu'est-ce que c'est des acomptes provisionnels? C'est qu'à partir du moment où on a plus qu'un certain montant à payer en impôts au Canada puis au Québec, mais dans une déclaration d'impôt, ils veulent que dans l'année qui suit, on paye ces impôts-là d'avance. Donc, qu'à tous les trimestres, à tous les 3 mois, on paye une partie des impôts pour qu'au 30 avril de l'année d'après, on ne se retrouve pas avec une grosse balloune d'impôts à payer. Donc, si je dis, exemple, je suis au 30 avril, j'ai 250 000 à payer en impôts, techniquement, au 15 juin, au 15 septembre, 15 décembre, 15 mars, j'ai encore un 250 000 à payer total. Donc, à mon retrait de 10 000 $ par semaine, probablement que j'en aurais même pas assez pour faire mes paiements d'impôts, mes paiements d'acompte, puis je vais me retrouver l'année d'après quand même problématique. Donc, il faut vraiment bien planifier ses affaires. Puis je ne sais pas si toutes les plateformes sont pareilles. Il y a peut-être des plateformes qui sont beaucoup plus permissives au niveau des retraits, des choses comme ça. Mais si on s'enligne vraiment sur un trading puis qu'on pense réussir à ce niveau-là, il faut s'assurer d'utiliser les bonnes plateformes, acheter les bonnes cryptos qui vont me permettre éventuellement de convertir tout ça en argent parce qu'au final, c'est sûr qu'il y a de l'impôt à payer. Tous les aspects de notre vie, il y a un volet fiscal en arrière de ça. Ben, le trading de crypto, ça en fait partie. Là. Puis pour clore le volet crypto, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'intéresse beaucoup à ça, c'est quoi votre conseil pour lui? Là? Qu'est-ce que vous lui diriez? Premier élément, en fin de compte, c'est bien la suivre. Ouais. S'informer le volet fiscal. Ça va être quoi les impacts tantôt? Puis, quelle plateforme utiliser pour bien suivre sa crypto? Et si le volet fiscal n'est pas suivi, il faut le faire manuellement à ce moment-là. Là. Donc, parler à un bon conseiller qui va l'enligner comme il faut sur comment suivre ces choses pour ne pas avoir de surprise à la fin. Là. Puis de commencer dès le départ à faire son suivi des coûts correctement. Parce que si on ne part pas ça comme il faut, jamais. On va avoir de la misère après ça. C'est pas si sexy que ça, mais c'est important. Mais c'est super important. C'est ça. Honnêtement. Imagine, là, tu fais pas d'argent avec pendant 2-3 ans, tu commences à en faire, puis là, il faut que tu produises une déclaration d'impôt. Puis je te dis, mettons que tu transiges tout le temps la même crypto. Là, je dis, ouais, OK, mais c'est quoi ton coût d'origine? Pas évident, là. Ça fait 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que tu l'as transigé, là. Ta première crypto, tu n'en as aucune idée. Fait que c'est là l'enjeu. Comment suivre
correctement tes coûts. Super. Je vous proposerais qu'on finisse l'épisode sur série en rafale 2025. Ça ressemble à quoi sur le plan fiscal, là? Ben, en fin de compte, là, dernièrement, là, le gouvernement, depuis, en fin de compte, le dernier budget fédéral, là, ils nous ont annoncé que le taux d'inclusion du gain capital passerait de 50% à 66,2 %. Il y a un avis de motion moyen qui a été déposé au mois de... C'est quoi? C'est juillet, je pense. Juin-juillet. Ouais, quelque chose de même. Puis, mais tu sais, il n'y a rien qui est passé encore. Donc, tu sais, pour le moment, il n'y a rien qui a force de loi. Ils ont annoncé que le taux d'inclusion du gain capital allait changer le 25 juin 2024. Les formulaires du fédéral ne seront pas encore disponibles avant le 31 janvier. Parce que, tu sais, nous, on a des déclarations d'impôts là, qu'on garde, des déclarations de société qu'on garde encore, puis qu'on attend pour produire pour, en fin de compte, respecter ce que l'Agence du revenu du Canada dit qu'elle va suivre. Puis là, l'Agence du revenu du Canada est venue dire on va suivre les mesures qui ont été annoncées. Mais ça n'a pas force de loi. Que c'est dur un peu, on ne sait pas nécessairement sur quel pied danser. Là, on sait que la Chambre va rouvrir, c'est le 24 mars. Oui. Fait que, tu sais, il va y avoir peut-être dépôt de ces budgets, de ces projets de loi-là. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va en élection? Est-ce que... Il y a trop d'incertitude. On ne le sait pas du tout. Puis, tu sais, il faut penser aussi que l'énoncé économique d'avant les fêtes, ben, ils ont encore annoncé d'autres changements qui n'ont encore pas force de loi. Puis, on a le Québec en arrière qui dit, ben nous autres, on va suivre. Fait que... On est quand même dans une grosse période d'incertitude. Au niveau fiscal, je vous dirais, présentement, on est en grosse période d'incertitude. Ça devient difficile à estimer et à conseiller aussi au niveau de notre clientèle parce que il y a le taux d'inclusion du gain capital qui a changé, mais il y avait aussi annoncé dans le même projet de loi le changement au niveau de la déduction pour gain capital. Il passait d'1,44 million, là, je ne me souviens plus du montant exactement, à 1,250 million. Donc, un entrepreneur qui veut vendre sa compagnie, normalement, sur le premier 1,250 million de gains en capital, ne paierait pas d'impôt, essentiellement. À part exception. Donc, évidemment, il y a toujours des exceptions à fiscalité. Mais encore une fois, ce volet-là n'a pas encore été sanctionné. Donc, tant que la loi n'est pas sanctionnée, ben normalement, ça ne fait pas force de loi. Nous, on va arriver pour produire des déclarations d'impôts dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a des planifications qui ont été faites considérant ces éléments-là. Puis malheureusement, présentement, on ne sait pas si ça va passer encore. Donc, c'est difficile au niveau du conseil fiscal présentement. On a très hâte de voir le 24 mars qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a plusieurs options. Peut-être qu'à la réouverture de la Chambre, au discours du trône, il va y avoir, exemple, une motion de non-confiance. De non-confiance, merci. Si c'est le cas, ben, techniquement, on tombe en élection, donc il n'y a même pas présentation des projets de loi qui étaient en suspens. S'il y a vote de confiance, bon, ben là, ils pourraient redéposer les projets de loi, les voter. Mais encore une fois, est-ce qu'ils vont passer? Donc, c'est vraiment ça qui est difficile présentement. Puis, tu sais, il ne faut pas se cacher. Poilievre a dit, ben, on va dire les conservateurs ont dit que il ne l'appliquerait pas. Mais il ne l'appliquerait pas rétroactivement ou c'est ça. au moment, tu sais, où ils vont être élus. Exact. Exemple. Parce que, tu sais, il ne faut pas se cacher, on a fini avec 62 milliards à peu près de déficit cette année. Oui, il y avait des éléments exceptionnels, là, mais mettons, à la base, c'était supposé être autour de 40. Là, les libéraux ont fait en sorte qu'il y a entre 6 et 8 milliards, selon leur estimation, qui vont rentrer dû au changement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur placement pour réaliser un gain capital à 50 % au lieu de 66 %. Donc, est-ce que les gens qui vont arriver au pouvoir vont vouloir renoncer à ce 6, 7, 8 milliards-là pour les aider à équilibrer le budget ou ils vont dire non, on laisse faire, on revient à ce qu'on était avant?
on n'en a aucune idée. Donc, ce qu'on retient, incertitude, crypto-monnaie. C'est un peu Ouais, ça, ça ressemble pas mal à ça. Ouais, Ça ressemble pas mal à ce ça. que tu dis. Un gros merci d'être venu. fait Pour votre plaisir. temps, pour le déplacement, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'écouter aussi le podcast, c'est super le fun. Il faut savoir qu'un podcast comme ça a des coûts de logistique, ça a plein de coûts. Merci beaucoup à nos partenaires, il faut que je les nomme, il faut que je prenne le temps. Là. IA Groupe Financier, Mallette, merci beaucoup. Beneva, et merci à notre propulseur CFA Québec. Une dernière chose, je pense que je vais le répéter dans mes épisodes, là, mais si vous êtes des jeunes qui sont passionnés, si vous en mangez de la finance, faites le premier pas. N'hésitez pas à me contacter personnellement sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ce que vous voudrez, LinkedIn. Venez me voir, on va jaser finance ensemble. Peu importe le sujet qui vous passionne, là, que ce soit de la finance personnelle ou corporate banking, ce que vous voudrez, on ira prendre un café. Moi, j'aime mieux le thé, mais c'est à votre guise. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode et on se dit à la prochaine. Merci les gars. Merci Philippe. Bye bye. Bye.